Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très ravi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Vous avez déjà probablement entendu parler de la viliphonie, je n'ai pas dit la viliphobie. Loin donc de ces sentiments anti-vili, la viliphonie, c'est plutôt cet outil de promotion et de sauvegarde de la langue vili qui est un élément important de la culture Luango. Ne dit-on pas qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme? La langue vili, qui est un facteur déterminant de la culture Luango, se veut donc pérenne pour affirmer la culture Luango dans le temps. Mais une question se pose. La culture Luango est-elle encore intacte? C'est la question à laquelle va tenter de répondre notre invité aujourd'hui, Monsieur François Soumbou, ancien président du MAR, ancien sénateur, actuellement animateur du mouvement socio-culturel La Viliphonie. Bonjour Monsieur Soumbou. Bonjour Monsieur Christian Perrin. La viliphonie, c'est un nouveau concept que les Congolais, certains Congolais vont découvrir. Mais avant d'y arriver, qui est Monsieur François Soumbou? Bien, Monsieur Christian Perrin, d'abord, merci beaucoup de l'invitation que vous m'avez faite d'être votre invité de ce soir. Et je vous en prie. Vous me demandez, il y a d'abord un rectificatif à faire. J'ai jamais été président du MAR. J'étais plutôt un membre de ce parti, président au niveau de ma région, Eloquilo. Eloquilo, oui. Auparavant, j'étais plutôt responsable du parti de M. Jean-Pierre Tchekaya, Tisser Tchekaya, le RDPS. J'ai été effectivement tour à tour conseiller départemental. Avant d'en arriver là, j'étais député de l'Assemblée nationale. Je me suis fait élire sénateur indépendant. Voilà, ça c'est une partie de ma vie, mais au plan politique. Autrement, ma vie ne s'est pas limitée qu'à cela. C'est à la veille de la retraite que je me suis intéressé à tout ça pour aller voir ce qui s'y faisait d'ailleurs. Et surtout que l'on dit que le député porte la voix du peuple à l'Assemblée. Je me suis dit, j'entends plein de choses de ce peuple-là. Alors je vais me faire le porte-parole du peuple pour aller dire à l'Assemblée ce que ce peuple pense de telle chose ou telle autre chose. Votre vie professionnelle? Ma vie professionnelle, bon, de formation, je suis ingénieur du bois. J'ai pas mal d'activités. Quand je termine mes études, que je rentre au pays, à l'issue de mes études, à l'époque, lorsque vous étiez admis à aller à l'étranger, surtout avec une bourse du pays, on signait ce qu'on appelait un contrat décennal. C'est-à-dire qu'une fois les études terminées, on rentrait au pays et pendant 10 ans, vous serviez le pays. Vous n'aviez pas le droit de partir parce que c'est le pays qui vous a donné l'occasion d'être ainsi formé. Après ma formation, j'étais donc rentré au pays. J'ai été tour à tour nommé chef de service de recherche forestière du Congo avec une mission d'une très grande importance. La mission consistait à étudier la capacité ou bien la possibilité des sols congolais à recevoir des essences étrangères parce que le pays avait envisagé de se doter, pas le pays tout seul, mais c'était le Congo, le Gabon, l'Ubangi-Chari, qui est devenu la République centrafricaine, le Tchad. Tout ce groupe avait opté pour se doter d'une usine de fabrication de pâte à papier. Et pour fabriquer un tel produit, il faut de la matière première. La matière première, c'est naturellement les arbres, lesquels nous-mêmes, nous en avons beaucoup, mais est-ce que c'est de cela qu'il fallait qu'on utilise pour en arriver là? On a dit non, il y a d'autres essences, parce qu'ils sont à croissance rapide, c'est cela dont il faut étudier l'introduction dans le pays. L'introduire sur voir la capacité de ces sols de s'adapter, de ces essences de s'adapter au sol congolais. C'est ainsi que ma mission a consisté en tant que spécialiste de pédologie, la pédologie étant l'étude des sols, a consisté à étudier les sols depuis la côte jusqu'à l'intérieur, jusqu'au niveau de Brazzaville. C'est ainsi que j'ai installé des stations d'essai, d'implantation sur la côte au niveau de Brazzaville
où j'ai créé, moi, la station de Kintéélé, qui aujourd'hui devient un village, mais c'était de la brousse. J'ai créé la station du kilomètre 45, où siège aujourd'hui le chef-lieu d'un district minier, je crois, où j'ai d'ailleurs eu mal à un moment donné à implanter mes activités, parce que j'ai implanté les activités au bord d'un lac qui s'appelait l'anneau de Saturne. Je ne sais pas s'il existe encore, et que les gens à ce lac, on donnait un caractère tellement sacré qu'il ne fallait pas aller à ses abords et surtout y faire du bruit, genre le moteur qui tire l'eau et tout et tout. Le jour où j'ai posé le moteur sur l'eau, le village environnant, tout proche, avait évacué le village complètement parce qu'il paraissait qu'il y a un Mami Wata là-bas qui risquait de se fâcher. Il a emporté le village. J'ai dit, bon, écoutez, libérez le village. Moi, je reste là, je vais régler mes problèmes avec le Mami Wata. Voilà, j'avais réussi à implanter ma station là-bas, qui est devenue plus tard une grande station, avec une belle route créée, fabriquée, bien faite par nous-mêmes, sur laquelle le président Marien Ngouabi est venu se poser lorsque il paraît qu'il a été secoué un peu à Pointe-Noire. Il a fouillé Pointe-Noire par avion d'un ami à nous, M. Lalanne, exploitant forestier, qui est venu le poser sur la route devant notre station, qui est devenue d'ailleurs, l'avion est toujours là, c'est devenu actuellement un musée. Voilà, donc je suis chef de service des recherches forestières et plus tard me voici devenu directeur de l'Office national des forêts, chargé des plantations, de l'exploitation, de la transformation des bois et ainsi de suite. Une vie très très belle, mais de temps en temps dérangée par des responsables qui pensaient à un moment donné qu'ils étaient mieux connaisseurs que les connaisseurs que nous étions et qui voulaient imposer parfois leur point de vue. C'est ainsi qu'on m'a fait faire des choses terribles. J'avais été appelé pour aller cautionner l'exploitation d'une essence forestière appelée l'Ayus. Et cette essence, on l'exploitait en vue de fournir des tiges pour la fabrication des allumettes par une société coréenne qui s'est implantée à Bétou. Il fallait que j'y aille pour aller faire mettre un chantier, faire couper l'Ayus, produire les tiges d'allumettes et vendre. Mais nous avions donné notre point de vue en disant que ce n'était pas possible à Bétou faire des allumettes dans des secteurs où le taux d'humidité est très élevé, ce n'est pas possible. Et ça nous a coûté cher parfois. Dans ce pays, depuis longtemps, le cadre n'a pas tellement le droit de donner son avis. Il faut suivre ce chose. Malheureusement. Et c'est d'ailleurs qui va le détruire, ce pays, plus tard. Moi, à l'époque, ça allait encore bien. Voilà un peu, rapidement dit. Et là, nous sommes en quelle année comme ça? Nous sommes dans les années 70, 80. Mais pourtant, vous venez là de faire un très bon exposé, mais curieusement, depuis cette période à aujourd'hui, le Congo ne dispose toujours pas d'unité de production, de transformation du bois sur place. Que se serait-il passé finalement après qu'on ait eu des cadres aussi brillants comme vous? Le Congo a disposé de tout, dans tous les domaines. En tout cas, après l'indépendance, on ne peut pas dire que nous avons été laissés les mains vides. Après l'indépendance, les premiers cadres formés dans divers domaines de l'activité du pays ont apparu. Il en est, par exemple, de nous autres, qui sommes le premier cadre des eaux et forêts, et il nous a été confié des missions nobles que nous avons assumées en connaisseurs, conscients, consciencieux, en travailleurs et des unités de production dans le domaine qui était le nôtre, le mien, qui est les eaux et forêts. Nous avions des usines de transformation des bois partout. Je crois vous avoir aperçu au moins une fois à Pointe-Noire. Vous savez qu'à Pointe-Noire, il a existé des usines telles la Congo, Sidetra, la Sonatrab, dont j'étais moi-même la directeur, des usines de transformation des bois, en ce sens que moi, par exemple, je fabriquais le plaquage en vue de la fabrication du contreplaqué. Et le bois a nourri ce Congo pendant longtemps, jusqu'à l'avènement du pétrole.
Et les gens ont vu dans le pétrole, les revenus du pétrole devaient certainement rapporter plus. Et on a carrément délaissé le domaine qui a fait vivre le pays pour se ruer vers le pétrole. Le pays était doté de plein d'infrastructures. En matière d'élevage, par exemple, puisque j'appartiens à ce ministère-là aussi, quand vous partiez d'un pays appelé Malolo, ça se passe dans la Bouenza, sur la route en direction de Moussendio. C'est fantastique. Ce qu'il y avait comme ferme, la fête des fermes, le vache. Mais à l'infini, vous voyez des animaux qui pèsent partout dans les... Tout ça, c'est parti. Ça a disparu. Que s'est-il passé? C'est la question qu'on se pose souvent. D'où vient-il que tout ce dont le pays a disposé est disparu comme ça, comme si un tsunami était passé par là pour balayer tout ça? Mais sûrement, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'arrivée du pétrole, la facilité est tombée et tout le monde se contentait de cela. On a mis de côté tout le reste. Dolisie, qui était la ville du bois, nous appelions la ville verte, qui était une ville très coquette, partie. Mais Dolisie, c'était la ville des exploitants forestiers. C'est eux qui faisaient la beauté de cette ville. On a une ville appelée Mosendio, qui est bâtie par les exploitants forestiers, où nous avions d'ailleurs installé l'école forestière, que nous avions appelée l'école forestière de Mosendio, où nous avons formé nos cadres moyens dans les diverses activités du bois. Donc voilà un peu, le pays était très bien. Des cadres bien formés. Comment vous vous sentez aujourd'hui de voir ce pays qui avait pourtant bien décollé se retrouver au niveau où il se retrouve aujourd'hui? Très mal en point. C'est toujours avec tristesse qu'on évoque quand vous posez des questions comme ça. On vous répond pratiquement avec les larmes aussi. Dans ce pays, d'abord, on est surpris. C'est-à-dire, si nous étions des personnes qui étaient mortes et que nous revenions, mais moi qui suis encore en vie, du haut de mes 80 ans, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'on en arrive là? Ce n'est pas croyable. Rien que d'évoquer tout ça, ça fait très mal au cœur. Tout, mais tout a disparu. Il n'y a plus rien sur quoi on puisse compter. Tenez même, je parlais des villes comme Dolisie, Oquette, la petite ville de Mosendio, et je reviens à la ville de Pointe-Noire, Ponton-la-Belle. Oui. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette ville, avec ses belles plages sur lesquelles, quand vous allez marcher, c'est d'en sortir avec du goudron, les pieds noirs de goudron, parce que ce pétrole sur lequel les gens comptent fait des dégâts dans cette ville, mais des dégâts énormes. Cette ville de Pointe-Noire, si belle, si coquette, si accueillante, à un moment donné, il se passe ce que vous avez appelé une guerre au Congo. Guerre, enfin, ce n'est pas une guerre que quelqu'un est venu attaquer le Congo, qu'on s'est battu, mais entre eux-mêmes, ils se sont tapés dessus. Ils ont appelé ça guerre. Et tout le pays a quitté, par exemple, Brazzaville, pour se retrouver à Pointe-Noire. Mais tout le pays, je dis tout le pays, tous ceux qui fuyaient Brazzaville, ils n'avaient qu'une destination, c'est Pointe-Noire. La Pointe-Noire qui est passée brutalement de 800 000 habitants à 1,5 million. Et quand ces personnes arrivent, où vont-ils peut-être s'installer? Alors n'importe où, même sur les lits des rivières. Là, on ne peut pas construire, ils ont construit. Monsieur Christian Perrin, moi, quand je suis à Pointe-Noire et que je me promène sur la côte sauvage, mais je pleure de voir que le lac au bord duquel je suis né, le lac Loya, soit devenu une habitation. Le lac est noyé sous du béton, des maisons, des gens que j'appelle moi les riches, les nouveaux riches, ils ont fait disparaître. De telle sorte que quand il pleut, c'est la catastrophe dans cette ville. Vous ne vous reconnaissez plus. Il faut mettre des bottes pour sortir dans la ville de Pointe-Noire. Oui, les bottes, quand vous avez encore la chance, vous pouvez porter des bottes, mais il y a des maisons qui, finalement, sont totalement noyées. Oui. Alors, revenons donc sur ce que vous faites. En fait, vous êtes animateur d'un mouvement socio-culturel appelé la viliphonie. C'est quoi déjà la viliphonie? Monsieur Christian Perrin, la viliphonie, effectivement, c'est un concept terrible. Tout le monde nous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est précisément. D'abord, d'où m'est venue cette idée d'imaginer
la mise en place d'un mouvement comme celui-là. Je suis, depuis très jeune, je suis animateur de mouvements culturels. Très jeune, je me suis intéressé à, je pense par exemple à mon scoutisme. J'étais jeune scout. Nous faisions des jeux par-ci, par-là, du théâtre, des scénettes. À un moment donné, jeune, je me suis rendu compte que ces choses-là ne se faisaient qu'en français, dans une langue que parfois on ne comprenait pas dans les villages parce que je tenais à porter tout ça à l'intérieur. Alors je me suis mis à parler, à faire des spectacles dans ma langue maternelle. Le temps passant, je crée des activités en pagaille, des groupes d'animation culturelle, les chansons et tout. Vous avez dû, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas été à Pointe-Noire, mais vous avez dû entendre parler des groupes de musique tradie moderne. Tout à fait. Cela, c'est moi qui suis à l'origine de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je suis lauréat de l'UNESCO pour la promotion des langues maternelles. Alors je me dis, doté d'un titre comme celui-là, il faut que je fasse tout pour la promotion des langues. Non seulement les langues parlées là-bas à Pointe-Noire au Kouilou, mais un peu dans tout le pays. Il faut que chacun se reconnaisse dans sa langue maternelle, parce que la langue maternelle est le véhicule de la culture d'un peuple. Vous avez dit tout à l'heure, un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a aucune valeur. Mais nos peuples ont ceci de malheureux, c'est que c'est des peuples fortement cultivés. Mais cette culture a effrayé le colonisateur au point que le colonisateur a mis un frein, a mis net un frein à ce genre de culture qui risquait de dépasser la sienne pour nous amener à sa culture à elle et pour nous y amener. Le colonisateur nous a fait interdiction de l'usage de nos langues afin que nous collions à sa culture. Sa culture, oui. Nous autres qui avons été à l'école dans les années 40, M. Perrin, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a souffert. Quand vous arrivez à l'école, le moniteur, il vous dit, dès que vous avez franchi le mur, vous êtes dans la cour de l'école, vous n'avez pas le droit de parler votre patois. Alors, nous qui avons fait l'école dans ces années anciennes-là, interdiction de parler la langue maternelle dans la cour de l'école. Un jour, M. Kibiadi, mon maître du cours préparatoire 1, m'attrape par l'oreille en me disant qu'il m'a entendu parler le patois. Comme ça, gosse qu'on était, je dis, monsieur, je n'ai pas parlé le patois. Mais si, alors tu as parlé quelle langue? J'ai dit, non, mais j'ai parlé le vili, monsieur. Mais ce n'est pas un patois. Je dis, non, c'est le vili. Alors voilà, le maître qu'il était, un papa, devant un gosse, il lui tient tête. Le gosse dit qu'il n'a pas parlé patois. Mais ce sont des mots que le colonisateur a amenés pour justement nous amener à regarder ces langues-là comme, il y a un mot que je ne veux pas prononcer, donc patois, c'est le patois, on ne parle pas patois, parce que nous devons glisser vers la culture des autres. Et ils ont réussi. Maintenant, il se trouve que c'est eux-mêmes qui nous ont sortis de notre culture, qui se battent pour exiger des peuples que chaque peuple retrouve sa culture. Se battent dans le cadre d'un organe des Nations Unies qu'on appelle l'UNESCO. Et l'UNESCO, c'est le gendarme de la promotion des langues maternelles, qui est allé jusqu'à mettre en place une journée internationale de la langue maternelle. Vous voyez, monsieur, c'est pourquoi je me dis non. Il faut que je fasse quelque chose pour faire comprendre cela à tous ceux que je peux avoir et les ramener à un niveau où ils peuvent comprendre que, effectivement, si nous ne revenons pas vers notre culture, nous allons perdre toutes les valeurs traditionnelles qui sont les nôtres. Et perdant nos valeurs traditionnelles, nous pourrons nous embarquer dans des cultures qui vont nous détourner de notre trajectoire. Je vais m'intéresser un peu à la manière dont, comment vous faites pour évidemment faire la promotion de cette langue, mais bien avant, je veux bien comprendre depuis quand tout cela existe et quel est donc le périmètre d'influence aujourd'hui. Alors, moi, c'est une affaire qui existe depuis longtemps. Je vous ai parlé de toutes les créations que nous avons pu faire.
des groupes d'animation culturelle, de théâtre en campagne, et tout cela nous a amené C'était déjà formel en ce temps-là, ou bien? depuis, il y a longtemps que c'est parti, monsieur. C'est pas Ah d'aujourd'hui, bon. c'est longtemps. Ça nous a amené jusqu'à un point où on s'est demandé, mais pourquoi est-ce que, alors que nous invitons les gens à s'intéresser à leur langue maternelle, les gens continuent de s'en éloigner? Il en est ainsi pour Pointe-Noire. Monsieur Perrin, vous connaissez Pointe-Noire, où il y a un quartier qui s'appelle Mvumvu. Ouais. Mvumvu, c'est le cœur des Luango. Les Luango, c'est les gens qui parlent Vili, Yombe, Lumbu, Kabinde, tout. Mvumvu, c'est le cœur de Luango. Mais Mvumvu, où j'ai vécu quand j'étais collégien au collège classique et moderne de Pointe-Noire, qu'ils appellent aujourd'hui lycée Victor Gagnard, en temps d'ailleurs lycée Karl Marx, qu'on ne connaît pas, pas pourquoi on ne pouvait pas l'appeler Chikaya ou autre chose. Quand j'étais donc à ce collège, j'habitais en Vouvou et je ne parlais avec les autres que ma langue maternelle. Aujourd'hui, M. Perrin, quand vous allez en Vouvou, on parle, on parle lingala. On parle lingala. Ils sont deux qui sont de la même langue. Ils sont, j'allais dire, Vili par exemple, ils parlent lingala. Dans d'autres quartiers, je pense à Ngoyo, Matende, des trucs comme ça, on parle Monukutuba. Et c'est rare de voir deux Vili parler leur langue. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle est cette situation-là alors? Vous me dites, est-ce que ça a commencé depuis un moment? Oui, ça a commencé depuis longtemps. C'est un message que j'ai porté. Mais longtemps, jusqu'à Et maintenant. comment vous vous y prenez? Comment vous vous y prenez, Monsieur Sumbu? Avec Ah, quel matériel? Qu'est-ce que vous utilisez comme support pour faire la promotion de cette langue? Comment vous vous y prenez? au départ, il n'y a pas de support. C'est des réunions. C'est comme je vous dirais, quittons d'ailleurs le pays. Moi, depuis que je suis arrivé ici, quand je suis arrivé ici, mais j'ai fait pratiquement toute la France, là où je peux trouver quelqu'un qui partage la langue qui est la mienne avec moi, je lui demande s'il y en a d'autres. Il suffit qu'on en trouve une dizaine, moi je me rends là-bas pour leur porter le message dont je vous parle, pour leur faire prendre conscience du ridicule à des gens qui se disent des intellectuels, mais les intellectuels qui, pour dire des choses, ils doivent la penser dans une autre langue que la leur. Qu'est-ce que c'est que cette Et affaire? pendant que vous le dites, Monsieur Sumbu, qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui croient que le fait de parler la langue française, de bien manipuler la langue de Molière, c'est être intelligent, être un intellectuel? C'est ça aussi qui a tué le pays, je Mais crois. c'est ça effectivement qui a perdu les gens. Déjà même quand je parle de l'obligation de parler français à l'école. Nous, l'école, il y a des peuples de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, que j'ai vu, qui faisaient fuir les enfants, qui enlevaient leurs enfants de la ville pour les amener au village parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils aillent apprendre la langue d'autres personnes que la leur. Mais chez nous, c'était plutôt pour un parent, c'est une fierté que d'envoyer son enfant à l'école des Blancs, j'allais dire, et de voir l'enfant manipuler le français et le manipuler correctement. À l'époque où nous autres on était à l'école, quand nous sommes arrivés d'ailleurs dans ce pays, quand on parlait français, il fallait faire attention, parce que même les Français, même, il y a comme des différences. Le français de Nantes, c'est le bon français que chacun de nous voulait vraiment parler. Et parler le français de Nantes, on était admirés. On parle le français de Paris, on était admirés. Et là, on nous appelait des civilisés. Et tout de notre temps, nous n'étions pas nombreux ici, hein, pouvoir entendre nous manipuler le français mieux qu'eux-mêmes, hein, parce que c'est du n'importe quoi. On leur dit souvent, mais c'est votre langue, vous ne l'avez pas apprise. Nous l'avons apprise avec toutes les règles grammaticales que cela comporte, tout est tout mieux. Vous, c'est votre langue, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors donc, j'ai fait un travail, ça fait tenter de faire comprendre aux gens cet état de choses d'un peuple qui, pour penser, pense d'abord une langue d'autrui avant de sortir ce que lui pense dans sa propre langue. C'est terrible. Revenons à notre langue, parce qu'elle est porteuse d'une grande culture.
Et pour ceux qui Oui, me mais faisaient, comment vous faites, Monsieur Sumbo, comment vous faites pour adapter les langues ou la langue maternelle, Vili par exemple, aux avancées technologiques, parce qu'aujourd'hui, il y a la science. Comment vous faites pour aborder toutes les questions scientifiques avec une langue aussi, compliqués. entre guillemets, hein, très compliquée comme le Ah, c'est Vili? ça. Ben, il y en a qui travaillent sur la question, ceux qui sont au cœur et qui peuvent maîtriser toutes ces nouvelles données-là, données technologiques, ben, ils se mettent et ils travaillent. Nous avons des ethnolinguistes. Et Monsieur Perrin, entre parenthèses, à un moment donné, moi j'avais pour, comme je ne peux pas dire ami, c'est quand même beaucoup plus vieux que moi, Monsieur Letemambili, il raisonnait comme ça, lui. Et ils ont sorti, il a travaillé à mettre en œuvre un dictionnaire de français Mboshi, Mboshi français, un très bel ouvrage, mais bien fait par des techniciens du domaine, c'est-à-dire des ethnolinguistes, des lexicologues, que je ne suis pas moi. Mais moi, je me suis aventuré dans ce domaine et nous avons sorti aussi un dictionnaire Vili français. Je l'ai Ah bon, fait il existe, et où est-ce qu'on peut le trouver comme ça? Dans les librairies? aux éditions L'Armatan, ici, ou pour vous qui êtes, si vous n'êtes pas ici, vous le commandez à Amazon, vous le trouvez partout, il existe. Mais fait par des personnes qui n'ont aucune connaissance dans le domaine que j'ai cité. Ils ne sont ni lexicologues, ni ethnologues, mais nous avons fait ça. Parce qu'il fallait des supports. Je me dis, si nous perdons l'usage de cette langue, c'est certainement parce qu'elle est demeurée dans l'oralité. Alors il faut l'amener dans la modernité culturelle, en la fixant sur des supports. Et le premier support que j'ai fait paraître, c'est un dictionnaire Vili français qui existe, comme je vous l'ai dit. Alors, Ici. Monsieur Sumbu, est-ce qu'on peut maintenant faire le lien entre la langue et la culture, donc la langue Vili et la culture Luango? La langue et la culture, effectivement, pour quelqu'un qui a la maîtrise de sa langue. Cette langue, quand on l'étudie, on regarde comment est-ce que nos anciens nous ont amenés à l'apprécier. Je me souviens par exemple de ces soirées avec nos parents ou des contes. Mais à travers ces contes-là, nous voyons ce que c'était que notre culture. Notre culture est faite de quoi? De valeurs, de respect, de valeurs de compréhension, enfin, tout ce que cela peut comporter dans la vie. Donc c'est à travers cela, nous voyons qu'à travers cette culture, qu'on voyait des choses dont nous devions prendre, que nous devions maîtriser pour nous permettre de mener la vie d'un fils du Luango et pas de quelqu'un d'autre. Le Luango, c'est quelqu'un qui est contre la violence. Mais nous l'apprenons à travers les contes. Il y a eu ça. Le résultat, voilà ce que ça veut donner. Donc la violence, c'est pas bon. Vous voyez, le Luango, c'est quelqu'un qui s'éloigne des choses d'autrui. Le soir, il y a un conte autour de machin, un conte. Je pense à cette histoire, par exemple, de ce garçon qui, parce qu'il vient de France où il a été voir son oncle, il rentre au pays et il veut, à midi, alors que dans la culture Luango, midi, c'est un moment où il vaut mieux rester chez soi que aller se promener n'importe comment. Et lui, à midi, il veut aller voir le village voisin. On lui a dit, tu ne vas pas. Et il dit, ben, arrêtez-moi vos histoires de village, là. Ça ne nous concerne pas. Il part. Et il avait marché à peine 5 mètres, 5 minutes, pardon. Il se retrouve devant un village qu'il n'a jamais vu, qui n'a jamais existé à cet endroit. Et il entre parce qu'il fait très chaud. Il va s'asseoir au pied d'un manguier. Au pied d'un manguier, paf, il s'assoupit. Et puis, quand il s'assoupit, tout d'un coup, il entend des clameurs. Il sursaute et juste devant lui, il y a une chapelle ardente. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Moi, je passe là, je suis rentré, je n'ai pas vu ça. Alors, monsieur,
se lève, il va regarder. Il y a effectivement un cadavre sur un lit, 4 bougies allumées, et il n'y a personne autour. Il s'étonne. Et puis dans un coin, il y a une pelle et une houe. Il prend la pelle et la houe, il va creuser un trou, il fait un machin, il va prendre le cadavre et il l'enterre. Quand il veut partir, il entend la clameur. Et des gens qui crient en lui disant, toi, bienfaiteur, viens m'enterrer correctement, ne m'abandonne pas comme ça. Alors, conclusion, dans la culture du Luango, il ne faut jamais se mêler des choses qui ne vous concernent pas, voyez-vous. Oui, monsieur Sumbu, vous venez là de dire dans la culture Luango, il faut pas se mêler des choses qui ne vous concernent pas, et c'est une culture qui ne prône pas la violence. Pourtant, il n'y a pas assez longtemps là, quelques jours, lors de la visite de Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire, nous avons entendu une déclaration faite par monsieur Florent Tchibouanga, qui doit être le président des sages du Quilou, mais aussi membre de la cour royale, proférer des menaces contre les autres, probablement Quilois. Disons que tous ceux qui ne pouvaient pas soutenir Denis Sassou Nguesso n'avaient que deux choix, soit quitter le département, probablement le pays, puisqu'il disait vous quittez, vous partez ailleurs, sans préciser est-ce qu'il fallait quitter le Quilou, le Congo, mais plus loin encore, il dit, pour ceux qui vont insister, il y a un terme certainement que vous connaissez beaucoup mieux que moi, vous serez foudroyé, c'est-à-dire vous mourrez calciné. C'est quand même des menaces publiques et c'est sérieux, c'est très grave. Est-ce qu'on peut penser que la culture, finalement, Luango a changé de ton, puisque tout à l'heure vous avez dit ce n'est pas une culture de violence. Mais là, on sent de la violence, de l'exclusion, des menaces de mort en plus. Bien, merci, monsieur Christian Perrin. Bon, il y a lieu de se demander si, pour dire ça, monsieur Chikwanga ne sait pas mettre un peu de miel sur les lèvres. Hein? Est-ce que ça vient de lui? Qu'avait-il, lui, à menacer des personnes qui n'ont rien fait, à personne? Parce qu'en effet, il aurait dit que le président qui était devant nous, qui est en visite à Pointe-Noire et qui est candidat à sa À succession l'élection à la présidentielle, oui. prochaine élection présidentielle, que lui, ça relève du choix de Dieu. Je ne suis pas sûr que M. Tchikwanga ait rencontré Dieu ou que Dieu lui ait dit cela, je ne pense pas. Mais ce qu'il décide, lui, d'être candidat, ça relève du choix de Dieu. Donc, celui qui n'est pas d'accord avec ce choix, qu'il aille ailleurs. Qu'il aille ailleurs. Comment ça? Les gens sont chez eux et puis ils profèrent une telle menace. Comment je vais quitter là où je suis implanté depuis tant non prescrit, aller ailleurs parce que je n'ai pas accepté une parole de Dieu qu'il n'y a que lui qui a entendu. Et mieux, celui qui ne le soutient pas, vous avez dit, il n'y a que moi qui connais l'expression, il a dit Ufuka Kulakt, c'est-à-dire que sera foudroyé. Ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Il a dû se faire mettre un peu de miel sur les lèvres pour dire ça. Parce que, M. Tchikwanga, si c'était quelqu'un qui avait compris pourquoi l'autre était là, ben, il ne se serait pas levé pour parler parce que il y a le ministre Collinet qui avait pris la parole avant lui et qui a dit les choses telles que comme il a voulu et comme il les voit. Monsieur Collinet s'est trouvé donc en face d'un quelqu'un qui est sûrement venu solliciter les suffrages des autres, alors qui a intérêt à écouter les revendications de ceux-là vers lesquels il est venu. Voilà, tu nous écoutes ça, tu nous organises tout ça, et nous sommes derrière toi. C'était suffisant. Mais d'où vient-il que lui, il dit, si vous ne le faites pas, je vais vous écraser. Et il ne s'adresse pas, je signale que M. Tchikwanga est membre du Parti congolais du travail, il ne s'adresse pas là
à des militants de ce parti. Il s'adresse là à des gens de tout le Congo, parce que Pointe-Noire, c'est une ville cosmopolite. C'est sûr qu'il n'y avait pas que les Luango là-bas, c'était tout le monde. Donc il est allé maudire tout le monde. Au cas où vous ne faites pas ça, vous allez être brûlés. Mais comment brûler? De quelle manière? C'est pourquoi moi, ceux qui se plaignent, qui en parlent, je crois que c'est un avertissement. C'est un avertissement qui a été donné, il faut en tenir compte. Lui, il a eu pour mission de venir vous le dire, pour nous le dire. Attention, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va vous arriver. Et puis, c'est déjà Mais arrivé. seulement, monsieur, évidemment, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux parce que nous savons, je crois que vous vous rappelez très bien, Denis Sassou Nguesso était, je crois, dans le pool avant l'élection, je crois, 2016, où il avait prononcé quelques paroles disant, dans cette foulée, hein, il parlait de goût de sang que vous n'avez jamais expérimenté, vous n'en savez rien, et nous savons ce qui est arrivé après au pool. Ici, Monsieur Chibwanga qui profère les menaces, sous-entendu, bon, il a reçu l'ordre ou mandat du bon Dieu, comme il a dit lui-même. On se pose la question, c'est qui ce Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu que tout le monde prie? Ou bien c'est son Dieu Sassou Nguesso qui le lui a dit, que celui qui ne se soumettra pas sera foudroyé. Les mots ont un sens. Et vous êtes d'ailleurs celui qui aujourd'hui fait la promotion et disons, la promotion de la langue Vili. Vous savez que chaque mot a un sens. Ici, on vient de dire ceux qui ne seront pas d'accord, soit ils doivent quitter la ville, soit ils seront foudroyés. Alors, ça craint que, finalement, dans 2 matins, que ces menaces soient passées à exécution et que l'on vive la même situation que ce que le département du Poul a vécu. Et ça a toujours commencé comme ça. C'est pas tombé du ciel. Ces genres de paroles, ces genres de menaces ne viennent pas du néant. Et vous, étant évidemment très attaché au département du Kwilu et de Pointe-Noire, qu'est-ce que vous en dites? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que je peux en penser que je peux dire par rapport à ça? Je vous ai dit que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a été porteur d'un message. Moi, je pense ça comme ça. Parce que si tel n'était pas le cas, moi, j'ai en face de moi un candidat. Il vient solliciter M. Frage. Je lui dis, OK, très bien, moi, pour mettre un bulletin dans une urne, ça ne me coûte rien. Mais regarde voir un peu l'état dans lequel je me trouve, moi. Moi, je faisais l'état des lieux sur lesquels il est venu avec lui et je lui aurais dit, voici ce qu'on a déjà dit que l'on pourrait faire pour améliorer cette issue, pour changer tout. Voilà pour ne prendre que cette ville de Pointe-Noire, puis c'est de ça il s'agit. Voilà une ville qui était si propre, bien, et qui aujourd'hui, c'est ce qu'on l'appelait à l'époque Ponton la Belle. Aujourd'hui, ça s'appelle Ponton la Poubelle, parce qu'effectivement, les immondices, vous en avez partout, mais partout, au point où on ne sait plus où est-ce qu'on peut se poser. Alors je dis, regarde un peu ce qui se passe. Très bien, moi, je donne je me vois. Mais en retour, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai en retour? Moi, je voyais que la personne me dise, non, 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 si tu m'apportes tes voix, moi, voici ce que je vais faire, voici, voilà. OK. C'est à ce moment-là que, dans la culture du Luango, on prend acte de ce que quelqu'un a promis de faire quelque chose. Et on lui dit, tu es sûr de tenir cette promesse? Il dit, moi, si je ne tiens pas cette promesse, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est à ce moment-là que, dans les us, traditions, coutumes, tout ce que l'on veut du Luango, celui qui est en face de celui-là, il dit, si tu ne le fais pas, Ndjeku Fouka ou l'acte. C'est en direction de la personne qui vient vers vous que vous envoyez ce machin, ce truc de maléfice là. C'est en direction de la personne qui prend des engagements. Tu prends l'engagement, très bien. Bon, par cet engagement, il faut pour l'acte. Mais moi, je n'ai rien fait. Moi, c'est moi qu'on vient solliciter. Non, c'est pas possible. C'est du jamais vu.
Et surtout que c'est de la part du premier conseiller du roi. C'est pas que ce sage, mais c'est le premier conseiller du roi du Luango, donc celui-là même qui est censé être le protecteur de tous les sujets du royaume. Parce que le roi, c'est aujourd'hui, on imagine que dès qu'on met quelqu'un, on l'appelle roi. Avant, quand on avait choisi la personne qu'il fallait, et qu'il est allé prendre ses initiations à Kinshasa là-bas, et qu'il revient, il n'est pas appelé roi, il est appelé Ngang Mvumba. Ngang Mvumba, c'est-à-dire le côté Kuvumba, c'est comme la poule qui couve. Il couve le peuple, c'est le protecteur du peuple. Il est resté dans le Ngang Mvumba parce que celui-là, si les choses étaient normales, il ne serait pas déjà appelé roi, puisqu'il est là depuis, il était là depuis 6 ans, je crois. À quelle preuve il a faite pour qu'on l'appelle roi? Il ne devait pas être arrivé déjà à ce niveau de roi. Il était encore Ngangavum. Maintenant, lui, il est mort. En principe, il y a quelqu'un qui s'appelle Mambom Tiluangu. Je traduis, ça se dit donc le Mambom Tiluangu, c'est le premier ministre. Et comme son premier ministre semble-t-il malade et qu'il n'est pas là sur place, donc c'est le premier conseiller qui reste là pour couver ce peuple. Et voilà que la personne qui est censée protéger, couver le peuple, livre ce peuple en pâture. Parce qu'en faisant cette déclaration, même si celui à qui, devant qui on dit ça, n'avait pas cette intention, il dit, tiens, on m'a donné l'ordre de rentrer dedans et de casser, de taper au cas où. Ça y est, c'est un visa, un passeport qu'on a donné, une autorisation qui a été établie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous me demandez qu'est-ce que j'en pense, que diriez-vous? Je dis, la chose aurait dû être faite telle que je vous l'ai décrite, parce que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut parler là de la lâcheté ou bien de la compromission? Parce que finalement, on sait que, évidemment, pendant la campagne 2016, Denis Sassou Nguesso promettait une nouvelle municipalisation de la ville de Pointe-Noire après avoir échoué la toute première. Et après 5 ans, donc le mandat finissant, il repart. Mais au lieu de prononcer de Kufuka l'acte en fait auprès de Denis Sassou Nguesso qui avait promis qu'il n'a rien fait, ben finalement on retourne ça envers la population. Est-ce que on peut penser aujourd'hui que le Kwilu, qui était une terre hospitalière, est devenu aujourd'hui une terre de violation des libertés fondamentales, où on pense que ou vous faites, ou vous quittez, c'est-à-dire si vous ne vous soumettez pas, eh ben vous partez ailleurs, ou vous êtes voué à la mort. Le Kwilu et Pointe-Noire avec, parce qu'on a fait de Pointe-Noire un département pour sortir du Kwilu. Mais pour nous, dans notre conscient, Pointe-Noire est toujours le chef-lieu du Kwilu. Parce que jusqu'à présent, on ne nous a jamais indiqué le chef-lieu de ce Kwilu-là. Donc nous disons le Kwilu, Pointe-Noire y compris, attend effectivement une municipalisation. La municipalisation que l'on a dit qu'elle a eu, non. C'était comme un essai. Un essai, bon, on lui a donné 15 milliards pour faire une petite route qu'ils appellent la corniche. 15 milliards, vous avez dit 15 milliards, alors qu'ailleurs, on a parlé en termes de 500 milliards. Là, Il y en a qui ont reçu même 1000 milliards. Pointe-Noire qui a commencé à bénéficier de 15 milliards. C'est lui qui a commencé. Ça représente quoi pour ce territoire-là? Ça représente quoi pour cette ville qui est pourvoyeur des ressources du pays? Parce que c'est autour de Pointe-Noire où l'on exploite cet or noir que les gens utilisent à leur manière pour faire tout ce qu'ils font. C'est pour ça que la rétribution sur cette ville serait qu'on lui mette le maximum pour qu'elle se relève, Mais c'est 15 milliards qu'on lui a.
il ne suffisait à... Il pouvait permettre, par exemple, 15 milliards, là, on n'avait qu'à la donner au conseil départemental, oui, qui s'achète peut-être des machines, des engins pour aller nettoyer les routes, afin que ces routes-là demeurent propres comme par le passé. Par le passé, je ne sais pas si vous le savez ou vous l'avez appris, c'est de notre temps, nous avions un organisme appelé OCR, Office congolais d'entretien routier. Parce que c'est à cet office qu'on donnait les moyens qu'il faut, les moyens qui sortaient du bois, de l'exploitation forestière, de nos outils, de tout ce que l'on veut. Il avait ces équipements de toute l'étendue du pays. Avec ces équipements, il toilettait les routes du nord au sud, mais partout. Et moi, dans le cadre de mon métier, je n'ai pas eu cesse de me promener à travers le pays, dans toutes les forêts et les plaines, pour aller monter les stations ici, ouvrir les chantiers par là, etc., etc. Je n'ai jamais quitté la voiture que quand j'arrivais à Brazzaville, parce que je partais de Pointe-Noire à Brazzaville en véhicule, à des routes très bien, pas besoin de goudron, de Pointe-Noire à Macabana, Mosenjo, partout où on voulait, je quittais le véhicule que quand j'arrivais à Brazzaville pour aller sur mes chantiers du Nord, à Bétou, éviter les chantiers de Pokola, etc., etc. Pointe-Noire n'a rien vu de tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que M. Tchibouaka, au lieu d'aller menacer des gens qui souffrent, mais qui ne crient pas, les gens là-bas, leur culture veut que bon, c'est des moutons qu'on égorge, mais ils ne crient pas. Il bouge parce qu'il a mal, mais il ne fait pas de bruit. Voilà comment ils sont. Parce que c'est des gens non violents. Ils sont tranquilles chez eux, on les laisse tranquilles. Ils disent d'ailleurs, je trouve à manger, je mange, je ne trouve pas, je reste comme ça. Que l'on condamne dans la situation qu'ils ont, à ces gens à qui on n'a pas offert la municipalisation accélérée, c'est à ces gens-là qu'on va dire, si vous ne faites pas ceci, vous serez brûlés. C'est pourquoi je dis non. Ça, il a dû se faire dire ça. Ça ne vient pas de lui, puisque lui, il ne vit pas en dehors des autres. Il ne vit pas en dehors des gens de Pointe-Noire. Tout le monde, nous tous, nous vivons dans Pointe-Noire. C'est comme j'entends les gens du Nord, du Sud, mais tous, on souffre pareil. Celui qui vient du Nord du pays, qui vit à Pointe-Noire, vit dans les mêmes bourbiers que le natif de Pointe-Noire. Quand il pleut, il a de l'eau comme celui qui vit à Pointe-Noire. Il y a même des serpents qu'on retrouve dans les maisons à la suite d'une grande. Alors, Monsieur Soumbou, nous sommes pratiquement... Monsieur Soumbou, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Le temps qui nous était imparti touche pratiquement à sa fin. Je vais donc probablement vous poser la dernière question, sachant que vous aurez probablement aussi un mot de la fin là-dessus. Mais bon, de coutume, nous recevons des politiciens aussi sur notre plateau qui font un état de lieu ce qu'est devenu le Congo-Brazzaville. Alors aujourd'hui, nous vous avons sur notre plateau, vous n'êtes pas politicien, vous êtes culturel. Est-ce que cela vous empêcherait de nous dire ce que vous pensez de Pointe-Noire actuellement, sinon du Congo? Quel état de lieu faites-vous? La situation socio-économique du pays? Mais je ne parle pas que de Pointe-Noire, je parle du pays tout entier qui est complètement perdu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de pays. On en parle même. Il faut le reconstruire, ce pays. Tout a été détruit, je vous l'ai dit. Il n'y a plus rien. Il faut tout remettre en selle. Tout, absolument tout. Voilà ce que je pense. Il n'y a plus rien. Il faut tout reprendre. Monsieur Voilà. Perrin, je ne suis pas né d'hier, là, de ce Pointe-Noire qui est là. Oui, vous avez 80 ans, c'est je suis né d'une beaucoup. Pointe-Noire, c'était formidable. C'était un beau pays, mais un Congo également. Brazzaville, pour moi, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représentait pour nous. Étiré tout en longueur sur la rive droite du Congo, là où le puissant fleuve s'étale,
pour former le vaste lac du Stanley Pool. C'était plus rien ne semble à ce qu'était hier. Et partout, je vous parle de Moïse Saint-Jean, c'était une très belle cité tenue par des exploitants forestiers, des hommes riches, qui d'ailleurs morts, tous morts. Je ne sais pas ce que leurs descendants ont fait de ce que les parents avaient. Tout est mort. La petite coquette ville de Dolisie ne ressemble plus à la Dolisie que nous connaissons. Allez voir Mindouri, quelque part où on descendait gaiement pour rejeter des sangs. Ceci, cela. Si c'est vraiment ça. Allez à l'Odima, où nous allions gaiement nous asseoir sous des petits manguiers de production Pascal Issouba, généticien, pour manger des mangues. Et ces mangues que j'ai trouvées, que j'ai achetées à Kiel, au sommet de l'Allemagne fédérale là-bas. Mangos aus dem Congo, mangue du Congo. Quelle fierté c'était moi. Il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus rien. Alors, c'est aux Congolais, mais à tous les Congolais de prendre conscience de cette dégringolade, de ce tsunami, j'appelle ça moi un tsunami, qui nous a menés à la dérive, faire qu'on se remette en état d'exister. Parce que ça n'existe pas là, il n'y a plus rien. Il n'y a que ça que je peux dire. Les considérations politiques, je ne me mêle pas de ça. Aujourd'hui, il y a une histoire d'élection, qui votait ceci, cela. Mais on peut même aller élire un Sumbu. Mais il faut que Sumbu ait en lui cet état d'esprit de l'homme de Luango qui veut que ce qu'on lui donne soit le bien du Luango et non pas le bien de Sumbu. Parce que si Sumbu fait de ça ce bien à lui, avec quoi il va faire le travail qu'on lui demande de faire. Voilà encore une valeur de l'homme du doigt. Un homme de paix, un homme tranquille, un homme à qui, quand on confie une mission, il l'assume parce qu'il en a la compétence. Quand il n'en a pas, il refuse. Le Sumbu à qui vous pose des questions, à un moment donné, avait été, à l'époque où il travaillait encore naturellement, avait été sollicité pour être directeur général d'une affaire appelée Plasco à Pointe-Noire. Mais quand il se retrouve devant le ministre qui propose, il s'appelle Italie, Jean, et mais moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est de l'eau qui passe sous la terre là, il faut capter, mettre en bouteille. Mais je n'ai pas eu une telle formation. J'avais décliné. Et le Premier ministre, à l'époque, Louis Sylvain Goma me dit, mais tu es un ingénieur. Je dis non, je suis dans un domaine bien précis. Mais aujourd'hui, on peut vous prendre un cuisinier, on en fait un trésorier payeur général qui va découvrir des masses d'argent. Il se dit, mon Dieu, l'argent c'est comme ça. La tentation qui vient tout de suite, c'est qu'il mette la main de ceux qui l'amènent à la maison. Mais dans la valeur, dans la culture qui est la mienne, on ne fait pas comme ça. Vous avez probablement un mot de la fin, bien sûr, pour qu'on puisse mettre à terme à notre émission, puisque vous faites la promotion de la langue Vili, et donc je vais donc vous le permettre de vous adresser probablement à ceux qui peuvent bien entendre cette langue, et ce sera la fin de notre émission. On ne peut pas faire viliphonie sans parler Vili. Mais je vous remercie, hein. C'est un honneur que vous faites à cette langue ou à ce mouvement qui est le nôtre, qui est un mouvement censé rassembler tous ceux qui ont en partage les langues des peuples du Kwilu, qui sont le Vili, encore que c'est pas, le Vili n'est pas une langue, le Tivili, le Yombe, le Lumbu, le Kochi, et on va vers le Mayombe, plutôt le Mayumba là-bas, sont tous ces peuples royaux. C'est eux qui sont censés constituer ce mouvement socioculturel que nous avons appelé du nom de viliphonie,
comme les francophonies là, qui vont prendre les Canadiens parce qu'ils parlent français, ou avec des tournures comme ça, qui sont dans la francophonie. Les luxembourgeois qui parlent français, allons ensemble dans la francophonie. Des millions de Noirs parlent français, à les jeter dans la francophonie. Voilà un peu ce que c'est donc cette viliphonie, groupement de ces peuples du Luango qui ont en partage la même langue, que l'on parle avec des différences phonétiques selon l'endroit où on s'est installé. C'est ainsi que quelqu'un qui est à Kakamweka, il n'a pas le même accent, la même prononciation que quelqu'un qui est, mettons, à Tiowa, c'est à Kabinda, ou bien à Diosso, effectivement. Voilà. Alors, à ces gens-là, moi, je veux demander de prendre conscience de la force qui est la leur en maîtrisant. C'est un patrimoine laissé par nos ancêtres. Elle a énormément de valeur à révéler à ceux qui veulent la redécouvrir. Nous la connaissons, nous savons ce qu'est. Mais les autres doivent faire. Voyez-nous là. Moi, je veux que vous nous disiez quelque chose en Vili, par contre. Alors, je dis donc, à cause de ça, je dis au Vili, anti-Vili, Abane, Ouaya Chichichi, Yakotel Mafa, mais Sikala Sinena, Monsieur Christian Perrin, David Londe, Bayandi, Man Bakunkufula, Mbembuitu, Minya Dumiti, Sotokwama, tellement za kanuka mbembu, chiteku chinene, mubati mbembu, batu, mbembu, itidong chibatu choto, tunwanano, tusidian mbembu, tuyifolika, tuyizudi, mobeshin tuza malmenvioka. Voilà, j'ai dit au Vili. Et si vous permettez, je vais leur dire aussi, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, qui s'est passé là, où il faut Koufou pour l'acte. Qu'il n'ait aucune crainte de ce Koufou pour l'acte là, parce qu'ils n'ont rien fait à personne pour mériter d'être maudits. Ils n'ont rien fait à personne. Que eux-mêmes qui y ont pensé, crèvent de cette menace-là. Et ils n'ont rien fait parce qu'il y en a beaucoup qui sont paniqués, qui en parlent. Qu'il laisse celui qui a proféré la menace observer ce qui va advenir de ces menaces-là. Proférer en direction des gens qui n'ont rien fait, mais rien du tout, rien fait à personne. Et là, ça peut-il adressé seulement aux Vili ou bien à tous ceux qui vivent dans cette ville de Pointe-Noire? Parce que Dieu sait, il n'y avait pas que les Vili là-bas. Je pense par exemple aux amis, aux frères du royaume Téké, que celui qui a proféré la menace a invité à cette réunion. Ils étaient là. Aussi, hein, ils sont concernés. Mais non, la menace. Mais je pense que c'est pas pour rien qu'il s'est adressé en langue Vili. Cela veut dire qu'il s'est adressé particulièrement aux Vili. Et voilà pourquoi je souhaiterais que vous réagissiez aussi en Vili pour parler aux parents Vili qui, jusqu'aujourd'hui, probablement ont pris ces menaces au sérieux. Qu'est-ce que vous leur dites? Il faut les prendre au sérieux. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça cache. Ça peut être vous voyez souvent là, quand on parle à travers la voie, un train peut en cacher un autre. Naturellement. Hein, monsieur, monsieur Christian? Un train peut en cacher un autre, papa. Ça doit être pris au sérieux, cette affaire. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est tout ce que je leur demande. Mais qu'ils sachent qu'on leur a donné un choix. Ou ils s'exilent, à ce moment-là qu'ils demandent où il faut qu'ils aillent, parce que là, ils sont chez eux. Alors, ils quittent là, quand ils veulent, qu'on nous dise où c'est, ou ils se soumettent. Donc, l'exil ou la soumission. En se soumettant, si on pense que Dieu a mal pensé, à ce moment-là, la foudre va vous tomber dessus. Mais je dis que les gens prennent acte de cela. Parce qu'un train peut en cacher un autre, qu'il reste éveillé
qu'ils suivent, qu'ils observent, qu'ils examinent. Voilà ce que je peux leur dire. Mais leur dire en Vili, je leur ai déjà dit en disant que ban kumon bon. Mais nous couchons mutu ensemble. Nanti bakelu ban mian. Mian ben bandanga. Oliambule kuisa mutu kunatenaka. Kunatenaka ubunaman kunatenaka yaku ban mianda. Watu ba mama budman kam kuwana kufuka ulakata. Et kubanda recherche mundi. Et là, c'est très dangereux. William Diego. ABC une discussion ensemble. Pourquoi on va trembler? Et quand on bon, matubu, mamana, kasi, pour nous quand veut tolo, tibilotio, kusim pour que timpanane. Les deux frères vous avez kusim pour que timpanan. Il y a quand même monsieur Christian Miti, un train peut en cacher un autre. Mais si nous cultivons une banque, kusim pour que timpanan. On ne sait jamais ce que ce discours-là cache, ce que cette menace-là cache, parce qu'elle n'avait même pas lieu d'être faite là. Il y a quelqu'un qui avait parlé, il avait dit ce qu'il fallait dire, on ne voit pas comment on vient de menacer, on ne sait jamais d'où c'est venu. Est-ce qu'on n'aurait pas mis du miel sur les lèvres de quelqu'un pour que cela sorte? Parce que quelqu'un qui a le bonbon dans la bouche, vous lui dites de cracher, il ne peut pas cracher, il est obligé de continuer de sucer son bonbon et puis il vous annonce ça. Voilà, papa, j'ai dit en Vili ce que vous vouliez que je dise. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur François Sumbou. Nous savons également qu'une malédiction sans cause est sans effet, mais la prudence s'impose parce qu'on ne sait jamais. C'est par là que nous mettons donc terme à notre émission aujourd'hui qui est portée sur la culture Luango, mais particulièrement sur la langue Tivili, on a dit. Et nous recevions donc sur notre plateau M. François Sumbou, qui est l'animateur du mouvement socioculturel La Viliphonie. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est encore vous dire simplement merci d'avoir été une fois de plus fidèles à votre canal Teler TV, mais surtout à votre émission Droit de savoir. On se retrouve donc prochainement. Merci. Merci, M. Christian, M. David, merci beaucoup. Audio Jungle. Audio Jungle.